Ok, donc bienvenue à tous. On continue sur ces histoires de probam. Donc on avait fait un petit peu de rappel de maths. Je vais aller maintenant enfin dans le cœur de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire, alors non plus les probabilités, parce que les probabilités on en a fait un tout petit peu, mais plutôt un point central qui sera ces histoires de variables aléatoires. Donc je vais partager mon écran et je vais essayer de vous expliquer du mieux que possible ces histoires de variables aléatoires. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de ce qu'est une variable aléatoire parce qu'en fait, c'est compliqué. Si jamais je voulais vous définir proprement ce qu'est une variable aléatoire, je crois que je le fais en deux lignes dans le slide qui suit. Mais c'est un truc un petit peu. C'est quelque chose d'assez bizarre, en fait. Je vais essayer de vous faire sur un dessin, peut-être. Je vais profiter du demi-espace blanc que j'ai ici. Donc, pour le moment, on avait vu des espaces oméga, des états de la nature. Okay, je pense que si jamais on veut comprendre les histoires de variables aléatoires, on va se placer un petit peu dans. Repenser à l'histoire de ce que disait Einstein, Dieu joue au dé, okay, et de se dire que les états de la nature, c'est décidé par une espèce de. On va appeler ça volonté divine parce que c'est un peu plus simple pour moi. Mais disons qu'il y a, voilà, le hasard est décidé par quelque chose, par un lancer de dés, on va dire. Euh, et le lancer de dés va tout gouverner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il fait beau, mais c'est juste parce que en lançant ces dés, voilà, il y avait 6 valeurs possibles. Donc, soit on tombait sur 1, sur 2, sur 3, sur 4, sur 5, sur 6. Si jamais je tombe sur les premières valeurs, dans ces cas-là, on va nous dire, ah, si jamais on tombe là-dessus, il fait beau. Si jamais on tombe sur ces valeurs-là, on va nous dire, ah non, il pleut. Si on tombe sur cette valeur-là, on aura de la neige. Et si on tombe sur cette valeur-là, on aura autre chose. Je ne sais pas, moi, du vent, pas. Peu importe. A priori, il vaut mieux que ce soit des événements disjoints, c'est quand même plus simple. Mais l'idée est quoi? C'est que il y a une espèce d'état de cet espace oméga qui est un truc un peu abstrait en fait. Moi, je vous ai fait croire qu'on pouvait faire des histoires avec des dés, avec des cartes et tout ça, mais en fait, dès lors qu'on commence à attaquer les variables aléatoires, en fait, cet espace oméga, on va l'oublier très vite. Il faut juste se souvenir que derrière n'importe quelle chose aléatoire, et en particulier quand on fera des données, tout va devenir aléatoire. Euh, Ça va être le temps qui fait la météo de demain, par exemple, la température qui va faire demain. Elle est imprévisible dans le sens où il y a, pour moi, en tant que personne qui vit aujourd'hui, la température de demain, elle est aléatoire. C'est une valeur aléatoire parce que je ne sais pas ce qu'elle peut prendre comme valeur. Enfin, si je sais ce qu'elle peut prendre comme valeur, mais je ne sais pas de manière précise où elle sera. Ça va être l'idée de la stat, de dire bah, je vais essayer de deviner, compte tenu de ce que j'ai pu observer par le passé, où est-ce que je pourrais être demain. Okay, je pourrais vous donner une valeur centrale, je pourrais vous donner une distribution, une dispersion. Donc ça, c'est tous les concepts qu'on va voir dans les capsules qui viennent. Mais voilà, j'ai cette dispersion possible de ces grandeurs aléatoires. Mais en fait, je ne sais pas d'où ça sort. C'est-à-dire que moi j'ai parlé d'un bon Dieu, mais je pourrais vous parler de n'importe quoi. Enfin, en tout cas, c'est gouverné par des choses que je ne maîtrise pas. Formellement, je vais dire que c'est un espace aléatoire oméga sur lequel il y a eu un tirage de dés. Quoi. Ça, pour moi, en tout cas intellectuellement, c'est la meilleure manière pour me convaincre de ce que c'est que ces variables aléatoires. Donc nous, ce qui va nous intéresser, et c'est le point auquel je vais arriver tout de suite, c'est de dire, en fait, cette partie-là, on va l'oublier, on va s'intéresser à cette chose-là et de se dire, OK, j'ai une variable, ça peut être la température aujourd'hui. Okay, donc je vais avoir ma température. Et ma température, elle peut prendre des valeurs. Alors, comme on est sur un cours d'été, je ne vais quand même pas descendre à moins 40, mais disons que la température, elle peut varier entre 40 degrés. Et on peut. Allez, j'aimerais bien quand même qu'il fasse beau demain. On va dire qu'on descend jusqu'à 20 degrés. Okay, je vous mets 19 degrés si vous voulez, il fait froid. Okay, donc c'est juste que je ne sais pas exactement où je serai, mais c'est cette grandeur-là, moi, qui va m'intéresser. L'espace fondamental oméga, d'incertitude ne m'intéresse plus. Moi, ce qui va m'intéresser, ce sont les valeurs que peut prendre la grandeur qui m'intéresse aujourd'hui, okay, ou demain. D'accord. Donc, c'est vraiment ça l'idée des concepts de variables aléatoires, et c'est à partir de maintenant, c'est ça qu'on va regarder. Okay. Donc, l'espace oméga était mignon dans cette capsule numéro de mémoire 3, où je refaisais des histoires de probabilité, mais en fait, c'est un objet un peu trop abstrait pour ce qu'on va en faire par la suite. Donc, à partir de maintenant, et c'est ce que je raconte dans ce premier slide, ce que je synthétise dans ces deux petites lignes, les deux premières lignes, ça consiste à dire qu'on va s'intéresser à des variables aléatoires. Okay, l'histoire des variables aléatoires consiste à dire que, en fait, on a cette fonction qui va nous donner des valeurs. Alors, ce qui nous intéresse, c'est les valeurs que va prendre cette fonction x sur cet espace des états de la nature. Okay, et on va faire simple, on va oublier les oméga, c'est ce que je vous disais, l'événement qui se trouve à gauche, les cas pour lesquels x de oméga sera égal à A, c'est-à-dire la température de demain sera de 37 degrés. Dans ces cas-là, la seule chose qui m'intéresse, c'est x égale 37. Quelle est la probabilité pour que x soit égal à 37?
Okay, donc, oubliez les oméga. Encore une fois, ils sont juste présents ici dans cette slide, mais après, ils disparaîtront. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand est-ce que la température vaut 37 degrés. Okay, peu importe l'histoire des états de la nature sous-jacents, blablabla, je m'intéresse à cette variable x. Donc, x va être ce que je vais appeler une variable aléatoire et je n'irai pas plus loin dans ma définition. À partir de maintenant, je suppose que je sais ce que c'est. Donc, c'est une variable définie sur un espace que je ne peux pas décrire, qui prend des valeurs, et nous, on va s'intéresser à des variables réelles, des variables aléatoires réelles, qui prennent des valeurs. Alors, je parlerai peut-être d'un tout petit cas un peu particulier, qui sont ce que j'évoquais juste avant, qui sera beau, pluie, neige et tout ça. Ça va s'appeler des variables qualitatives. Donc, les variables qualitatives sont très utiles dans beaucoup de cas où on s'intéresse non pas à des variables numériques sur lesquelles on peut calculer des moyennes, mais potentiellement des variables, ce qu'on va appeler des classes, c'est-à-dire des valeurs que je peux prendre. Donc, si je m'intéresse à des passages de véhicules dans ma rue, je vais compter le nombre de voitures jaunes, le nombre de voitures vertes, le nombre de voitures grises, même si dit comme ça paraît un peu bizarre parce que je n'ai jamais défini ce que voulait dire vert. Okay, il y a des moments où les frontières entre le vert et le jaune peuvent être subtiles. Okay, donc je vais être quand même obligé de le définir formellement, mais on le fera quand on aura besoin. Et encore une fois, je vous renvoie à la première capsule que j'avais faite, la première série de slides où j'essaierai de définir les variables aléatoires qualitatives. Okay, donc nous, on va plutôt s'intéresser aux variables numériques, okay, dans le sens où x sera une variable aléatoire qui prendra des valeurs réelles. Okay, alors, il y a aussi une autre grandeur dont on parlera peut-être un tout petit peu, ça va être les couples de variables aléatoires. Donc, on aura des vecteurs aléatoires. Donc, potentiellement, je peux m'intéresser non pas juste à une grandeur, c'est-à-dire la température, mais je pourrais me dire, je m'intéresse à la température et à la vitesse du vent. Okay, je suis cycliste. Moi, j'aime bien quand, si possible, il ne fait pas trop froid. J'aime pas non plus quand il fait trop chaud pour faire du vélo. Donc, il y a certaines ranges de température, certaines valeurs possibles de température qui m'intéressent, mais j'aime pas non plus quand il y a du vent. Donc, ce qui peut m'intéresser, c'est ce couple température-vitesse de vent. Okay, donc, peut-être que x devrait être quelque chose de bivarié, ce qu'on va appeler un vecteur. Okay, pour l'instant, on va mettre ça de côté. On va vraiment s'intéresser je m'intéresse à une grandeur réelle. Okay, pour faire simple. Réelle pouvant être, bien sûr, à la fois un comptage, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, pouvant être quelque chose de binaire. Est-ce que quelqu'un a une maladie? Est-ce que quelqu'un est un terroriste? Est-ce que quelqu'un est enceinte? Okay, donc, x peut être une variable binaire vrai-faux. Okay, l'idée, c'est que le vrai-faux, quand on est dans un raisonnement logique, s'apparente à du 0,1. Okay, donc, voilà. Donc, on est sur ces grandeurs x. Fin de la parenthèse, on attaque avec les choses qui nous intéressent. Il y a deux grandeurs qui vont être importantes. Et là aussi, je renvoie à la dernière capsule que j'avais faite quand j'ai parlé de... Et là encore, on n'a pas encore la dérivée, l'intégrale, mais on a ce petit f et ce grand f. Okay, il y a une distinction très claire entre petit f et grand f. Petit f, ce sera cette fonction qui se trouve ici. Petit f de A, c'est la probabilité de tomber sur A. Okay, probabilité d'avoir 37 degrés demain. Il y en a une grandeur qui nous intéressera plus, en particulier quand on s'intéressera à des grandeurs comme la température qui peuvent être potentiellement continues. Ça sera ce qu'on appelle la fonction de répartition. La fonction de répartition, c'est la fonction cumulée de la fonction de masse. C'est la probabilité d'avoir une température au moins de 37 degrés. Donc, je vais m'intéresser à la probabilité que les valeurs soient plus petites ou égales à ma grandeur numérique. Là, j'utilise le fait que je suis sur des valeurs numériques réelles et que R, la droite des réels, possède une relation d'ordre, donc je suis capable de comparer. D'accord ? Donc ça va être quelque chose aussi de particulier dès qu'on aura des vecteurs aléatoires, c'est que c'est plus compliqué d'avoir une structure d'ordre. Ici, j'utilise le fait que j'ai un ordre assez naturel. Okay, vous savez, de manière assez naturelle, je pense, je n'ai pas fait de rappel là-dessus, mais vous savez que 2.5 est inférieur ou égal à 3.7. Okay, donc, on va utiliser cet ordre naturel ici et dire ce qui m'intéresse, c'est le fait que la température soit plus petite ou égale à 37 degrés Celsius. Okay, alors, qu'est-ce que je peux dire sur ces grandeurs? Alors, pour le premier, on a une fonction de masse. Okay, c'est une probabilité. Donc là, je vous renvoie à toutes les définitions qu'on avait pu voir sur les probabilités, mais en particulier, cette grandeur, elle est dans 0,1. Okay, par définition, comme je suis sur une probabilité, je suis compris entre 0 et 1. Il y avait cette propriété qui est que quand on a des ensembles disjoints, la somme des probabilités devait être égale à oméga si jamais mes ensembles disjoints définissaient une partition. Okay, donc là, ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? C'est que si jamais je prends toutes les valeurs possibles que pourrait prendre ma température, je vais faire très large, je vais aller de moins 50 degrés à plus 50 degrés. Dans ces cas-là, si jamais je somme toutes mes probabilités, donc toutes mes fonctions f de a, je devrais récupérer 1. Okay,
Donc, ce n'est pas juste que je suis compris entre 0 et 1, c'est que typiquement, si jamais j'ai une température A et une température B, il faut que la somme des deux soit plus petite que 1. Okay. Donc, en fait, la somme de toutes ces fonctions doit appartenir aussi à 0,1. Okay. Donc, pour toutes les valeurs disjointes, bien entendu. Okay. Donc, cette fonction de masse va vérifier cette propriété. En gros, elle doit être positive et plus petite que 1, avec en plus une petite propriété d'additivité. Quand je travaille sur la fonction de répartition, elle aussi, c'est une probabilité. Donc, elle est aussi comprise entre 0 et 1. Elle va vérifier une petite propriété de croissance. Okay. Alors, ça, c'est lié au fait, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans cette petite phrase qui consiste à dire que si jamais je regarde tous les cas pour lesquels la température était plus petite que A ou plus petite que B, si jamais B est plus grand que A, dans ces cas-là, j'ai une inclusion d'ensemble. Okay. Ce que je suis juste en train de vous dire, c'est que si jamais je m'intéresse à la probabilité que la température soit plus petite que 39 degrés, cette probabilité, elle est forcément plus grande que la probabilité de plus petite que 37 degrés, tout simplement parce que le fait que j'ai obtenu une température plus petite que 37 degrés est inclus dans le fait que la température était plus petite que 39 degrés. Okay. Donc, cette propriété d'inclusion sur mes ensembles, encore une fois, je pourrais vous le faire sur la droite réelle. Okay. Je m'intéresse à toutes les valeurs qui vont jusqu'à 37 degrés. Si jamais je m'intéressais à toutes les valeurs qui vont jusqu'à 39 degrés, j'ai un ensemble qui est inclus dans l'autre. Okay. Donc, on a cette propriété d'inclusion dans les probabilités. Si A est inclus dans B, dans ces cas-là, la probabilité de l'événement A est plus petite ou égale à la probabilité de l'événement B. Okay, la probabilité de tomber sur une carte rouge est plus grande que la probabilité de tomber sur un cœur si je pige une carte au hasard. Okay, donc c'est juste de ça que je suis en train de dire. Donc cette fonction est croissante et elle est à valeur dans 0,1. Alors il y a aussi une autre propriété qu'on verra apparaître, c'est que si jamais je m'intéresse à ma fonction de probabilité, donc ma fonction de probabilité est définie sur toutes les valeurs réelles. Okay. Si jamais je pars très à gauche, la probabilité d'être plus petit que moins 1000, elle va tendre vers 0. Donc les probabilités que la température soit très négative, elle va tendre vers 0. La probabilité que la température soit plus petite que 1000, elle va tendre vers 1. Okay. Donc en fait, on a une fonction qui va être un peu particulière, c'est-à-dire qu'à gauche, elle va tendre vers 0. Très à droite, elle va tendre vers 1 et entre les deux, elle va être croissante. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une fonction de répartition et ce que je noterai tout le temps, grand F. D'accord. Grand F, c'est cette fonction de répartition. Et en fait, ce qu'on voit apparaître ici, c'est quoi? Alors, je vais le formaliser un tout petit peu dans un instant. C'est le fait que les grandeurs qui vont se trouver, les variations qui vont se trouver ici, en fait, vont s'interpréter en fait à partir des fonctions de masse. Okay. Si jamais ici je m'étais placé en 37 degrés et qu'ici je me place en 38 degrés, okay, la valeur qui se trouvait en haut ici correspond à la probabilité d'être plus petite que 38 degrés. Ici, j'ai la probabilité d'être plus petite que 37. La différence entre les deux, c'est la probabilité d'être tombé très exactement sur 38. Okay. Donc en fait, on va voir apparaître un lien assez direct en fait, entre ces grandeurs-là, tout simplement parce qu'en fait, f de A, c'est la somme de toutes les petites f de A dès lors qu'on est plus petit que la grandeur qui nous intéresse. Okay. Donc je prends un tout petit peu d'avance, autant le faire sur un petit exemple. Donc je vais prendre une variable aléatoire, x qui prend 5 valeurs. Alors, les 5 valeurs sont indiquées ici. Donc c'est des petits x, donc ça prend la valeur moins 2, moins 1, 0, 1 et 3. Okay. Je lui associe des probabilités. Donc les probabilités associées sont ici. Si je regarde très rapidement et que je somme toutes ces probabilités, donc je partais de 0,1, j'ajoute 0,3, j'arrive sur 0,4, je rajoute 0,2, j'arrive sur 0,6, j'ajoute 0,1, je tombe sur 0,7, j'ajoute 0,3, je tombe sur 1. La somme de toutes ces probabilités, la somme de tous les f de x sur tous les x est égale à 1. Donc effectivement, cette chose-là me définit bien une masse de probabilité, okay, dans le sens où j'ai bien 5 valeurs, puisque j'ai 5 valeurs possibles pour x, j'ai 5 valeurs de fonctions qui peuvent être interprétées comme étant des probabilités, okay, dans le sens où elles sont bien dans 0,1, et la somme de toutes ces probabilités sur des événements disjoints, tomber sur moins 2, moins 1, 0, 1 et 3 sont bien disjoints, c'est bien des valeurs différentes. Dans ces cas-là, la somme de toutes ces valeurs est bien égale à 1. Okay. Donc on a bien l'interprétation que la somme des P de AI est égale à P de oméga, si jamais j'ai des ensembles qui définissent une partition. Donc on est vraiment dans une mise en œuvre de ce qu'on avait vu dans les petits rappels de programme. Okay. Donc maintenant, je peux tracer ces fonctions. Alors, je les ai juste rentrées dans R. Donc ici, j'ai mes valeurs X. Ici, j'ai mes valeurs P. Dans ces cas-là, je peux tracer les deux objets dont je vous parlais. D'un côté, je vais récupérer ma fonction cumulée à gauche et à droite. Et
à gauche, je vais récupérer ma fonction petit f. Okay, donc, assez souvent, les fonctions de probabilité, on va les voir comme étant des bâtons. Alors, il y en a pas mal qui mettent des bar plots. Je suis moyennement à l'aise sur les bar plots, essentiellement parce que, en particulier, quand vous les faites avec R, généralement, ils vont commencer au rang juste après. Okay, si jamais je faisais un bar plot entre -2, -1, 0, idéalement, j'arrive à dire que la proba, elle est quelque part autour ici. C'est fort possible que dans certains cas, il y a certains logiciels qui vous construisent des bar plots comme ça. Et donc, on a du mal à voir si la valeur, elle est sur -2, où est-ce qu'elle est. Donc, voilà. Au moins, ici, je mets des bâtons, juste pour vous dire, OK, c'est très précisément la proba de tomber sur -2, la probabilité de tomber sur -1, la probabilité de tomber sur 0, la probabilité de tomber sur 1 et sur 3. OK. Donc, visuellement, les fonctions de masse sont ces petits bâtons. La fonction de droite, c'est la fonction cumulée. Alors, c'est une fonction en escalier, okay, qui va faire des sauts dès lors qu'on rencontre une valeur atteignable. Okay. Donc ici, j'ai un saut qui est très exactement un saut de 0.1. Ici, j'ai un saut beaucoup plus grand de 0.3. Et donc, voilà, on a ces sauts possibles. L'avantage, c'est que cette fonction-là, je peux l'interpréter, y compris sur des valeurs non réelles. Par exemple, je peux vous calculer la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à 1,5. Okay. Comme il n'y a que trois valeurs, il n'y a que trois valeurs atteignables qui sont plus petites ou égales à 1,5, qui sont -2, -1 et 0. Dans ces cas-là, je peux calculer la probabilité et ça va être très exactement la valeur qui se trouve ici, qui correspond effectivement à la somme de ces trois probabilités. Okay. Donc on retrouve ici toutes les grandeurs dont je vous parlais dans le slide précédent. En fait. OK. Il y avait une propriété dont on avait parlé rapidement. Je la définis très rapidement ici parce qu'en fait, la théorie des probabilités est compliquée parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses. Voilà, elle est propre et formelle dans le sens où je peux vous définir les objets de manière séquentielle et donc je peux définir toutes sortes de grandeurs. Mais en fait, il y a beaucoup de choses où on a l'impression d'être circulaire, en particulier la notion d'indépendance. Si jamais je vais vous faire des exemples intéressants par la suite, il va falloir que je suppose qu'il y ait une notion d'indépendance. Donc, je vais être obligé de définir l'indépendance ici, même si je trouve que formellement, ça serait mieux de le définir quand je vais définir des couples de variables aléatoires. Mais voilà, j'ai quand même besoin de définir proprement l'indépendance. Donc, je vais juste faire une petite slide ici pour parler de l'indépendance. Donc, on avait défini l'indépendance sur des événements. Okay, je vous rappelle que la définition, c'était quoi? C'était de dire que on a l'indépendance si jamais la probabilité de l'intersection est égale au produit des probabilités. Je suis en train de déborder. Multiplié par la probabilité de B. Okay, c'est la définition normale de l'indépendance. Ce n'est pas la manière la plus propre, enfin, la plus heuristique pour la définir, dans le sens où en fait l'indépendance se comprend bien dès lors qu'on introduit les conditionnements. C'est de vous dire, est-ce que le fait de savoir que j'ai une information B me permet d'améliorer ma prévision? Est-ce que la probabilité conditionnelle de A sachant B est influencée par ce B? Si ce n'est pas le cas, dans ces cas-là, je reste sur la probabilité de A. Et dans ces cas-là, j'ai l'indépendance. Mais disons que formellement, l'indépendance se définit de manière un peu bizarre en disant que la probabilité de l'intersection correspond au produit des probabilités. Alors, il s'avère que quand on travaille sur des variables aléatoires, on peut définir une notion d'indépendance. Donc, c'est ce qui est noté ici avec cette. Alors, ce n'est pas exactement orthogonal. J'utiliserai le symbole orthogonal par la suite. On verra. Ça sera lié à une notion de non-corrélation. L'indépendance, on met des doubles barres. Donc, on a deux variables aléatoires qui sont indépendantes. Si et seulement si, alors je vais le définir sur les fonctions de masse pour commencer. Si et seulement si, la probabilité de tomber conjointement sur xy, c'est exactement ce que je définis ici. Petit f de xy, c'est la probabilité d'être tombé conjointement sur petit x et petit y pour x et y, donc en même temps. Donc c'est une notion d'intersection d'événements. Okay, donc c'est ce qu'on notera éventuellement avec cette petite virgule ici. C'est la probabilité que grand X soit égal à petit x et grand Y soit égal à petit y. Okay. Probabilité d'avoir une température de 37 degrés et une vitesse de vent de 8 km par heure, okay, en rafale. Voilà. C'est un événement conjoint. Okay. J'aurai l'indépendance si ma probabilité conjointe correspond au produit des deux probabilités marginales. Le premier correspondant ici à la probabilité que grand X soit égal à petit x et que grand Y soit égal à petit y. Donc formellement, je suis juste en train de vous dire la probabilité que grand X soit égal à petit x, grand Y soit égal à petit y, ce sera égal au produit des deux probabilités.
Okay, donc là, c'est ce que nous dit c'est la définition de l'indépendance. Okay, c'est pour ça que j'ai une boîte bleue. Okay, c'est une définition. Il s'avère que ce sera des fois un peu plus simple de l'avoir sur les fonctions de répartition. Et en fait, la propriété est la même. Dans le sens où, au lieu de travailler sur des ensembles définis par des égalités, je les définis par des inférieurs ou égales. Dans ces cas-là, j'ai exactement la même propriété. C'est cette propriété sur les événements. Okay, la probabilité de l'intersection des événements est égale au produit des deux événements, des probabilités des deux événements. Okay, et donc, que ce soit l'événement, je tombe précisément sur X ou je suis inférieur ou égal à petit x, j'ai le produit. Okay, donc, soit j'ai les produits des fonctions de masse, soit j'ai le produit des fonctions de répartition. Okay, donc, souvenez-vous juste de ces définitions. J'ai indépendance entre deux variables aléatoires x et y si et seulement si pour toutes les valeurs petit x, petit y, la fonction de masse jointe correspond au produit des fonctions de masse individuelles, ou si jamais la fonction de répartition jointe, c'est-à-dire la probabilité que conjointement grand x soit plus petit ou égal à petit x et grand y soit plus petit ou égal à petit y, soit égal au produit des deux fonctions de répartition marginale, c'est-à-dire probabilité que grand x soit plus petit que petit x, multiplié par la probabilité que grand y soit plus petit ou égal à petit y. Okay, c'est la définition, ça s'apprend par cœur, et c'est ça qu'on va utiliser par la suite. Okay, voilà, donc je vous ai défini les grands concepts. On a des variables aléatoires, on va les décrire par leur distribution. Et pour décrire par la distribution, soit je vous dis la probabilité de tomber sur les événements, soit je vous donne la fonction cumulative. Okay, donc maintenant, je vais vous définir les variables aléatoires classiques, parce qu'en fait, il y a beaucoup de lois pour lesquelles on a plutôt défini des objets qui ont des lois très particulières, qui vérifient des certain nombre de propriétés qui vont être utiles pour construire des modèles. Okay, l'idée du cours de stats, c'est de faire des modèles statistiques par la suite. En particulier, je reviendrai sur les modèles probabilistes par la suite, où on se dira, alors, exemple classique, des durées d'attente entre des appels sur un call center, ça peut suivre des lois exponentielles. Okay, le nombre de caries qu'a un enfant de 12 ans dans sa bouche, ça suit notre poisson, ou une loi binomiale. Okay, donc il y a des lois classiques comme ça qu'on va retrouver dès lors qu'on veut construire des modèles statistiques. Donc, je vais vous les présenter. Okay, donc, je vais faire une petite section un peu catalogue, mais encore une fois, à mon avis, elle est importante parce que, ça me permet de créer des objets qui vont être utiles par la suite pour définir des modèles, en fait. L'autre point, c'est que ça permet d'illustrer. Avoir des exemples classiques permet d'avoir des types d'objets qu'on pourra utiliser pour illustrer certains concepts. En fait, quand je vous parlerai d'espérance, je pourrais l'associer à certains types de variables aléatoires et regarder s'il y a des propriétés simples. OK, première loi. Ce qui s'appelle la loi de Bernoulli. Donc la loi de Bernoulli, c'est éventuellement ce qui sera noté B de P, essentiellement parce qu'elle dépend d'un paramètre. Donc je reviendrai beaucoup sur cette histoire de paramètre par la suite. Le paramètre va être une probabilité. En tout cas, c'est la manière la plus naturelle de la définir. Donc ce que je noterai B de P, c'est quoi? C'est tout simplement la seule loi possible qui peut exister si jamais je veux décrire un événement binaire. Okay, si jamais vous avez une variable aléatoire x qui prend deux valeurs, dans ces cas-là, elle suivra toujours une loi de Bernoulli. D'accord? Donc ça, c'est ce qui se passera, par exemple, si jamais je veux modéliser, alors je suis désolé de parler de genre binaire, parce qu'on est en train de quitter un peu ce concept, mais si jamais j'ai des garçons et des filles, pour faire simple, dans une classe, derrière se cachent des variables de Bernoulli. Okay, donc, comment est-ce que je fais pour passer et là je reviendrai un petit peu là-dessus dans une slide plus loin, comment est-ce que je fais pour passer de mon concept de garçon-fille à des variables binaires? Je vais dire, les filles vont être associées à des 1, les garçons vont être associés à des 0. Okay, un pile ou face, c'est une loi de Bernoulli. Pile, ça sera associé à 1, face, ça sera associé à 0, ou l'inverse. Okay, donc tous ces événements binaires peuvent s'interpréter un peu formellement comme étant un modèle de Bernoulli. Donc je vous ai mis ici un exemple de Bernoulli, donc j'ai fait un tirage, genre j'ai fait un pile ou face, et visiblement j'ai dû obtenir face, face, pile, 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 etc. Okay, donc on a cette... si jamais vous avez un échantillon de données qui ressemble à ça, assez naturellement, vous devriez vous dire, je peux mettre un modèle de Bernoulli dessus. Okay, en fait, techniquement, vous n'avez pas le choix. Essentiellement parce que la seule manière de décrire ces événements binaires, je vous l'ai dit, c'est soit par la fonction de répartition, soit par la fonction de masse. Donc la fonction de masse, on a un événement qui prend deux valeurs. X prend les valeurs 0, 1, et c'est tout. Okay, donc en fait, la manière pour le décrire, ça va être de donner cette fonction petit f. Donner la fonction petit f veut dire qu'il me faudra une valeur f0, il me faudra une valeur f1. Comme je suis sur des probabilités, on sait que f de 0 plus f de f plus f de 1, ce sera égal à 1. Donc techniquement, je suis juste en train de vous dire, si je vais vous m'en donner un, vous avez l'autre. Donc ce qu'on va dire, c'est assez simple.
je peux supprimer cette grandeur-là. Cette grandeur-là sera le paramètre qui m'intéresse. Je vais appeler ça petit p. Et dans ces cas-là, c'est terminé. Okay, je vais tout simplement dire que j'ai une loi de Bernoulli quand f de 1 est égal à p. F de 0, bah, par construction, ce sera un moins p. Et toutes les autres valeurs sont nulles. Je ne tombe pas sur autre chose. Okay, donc, c'est exactement ce que je raconte ici. Okay, donc, quand je vous définis cette fonction f, elle prend très exactement 3 valeurs. Si jamais je ne suis pas sur 0 et sur 1, ça vaut 0. Il n'y a aucune chance de tomber sur autre chose que des 0 et des 1. Okay, c'est ça que veut dire probabilité nulle. Je peux tomber sur 1, c'est ce qui est indiqué ici, avec une certaine probabilité P. Je peux tomber sur 0 avec une probabilité qui est simplement 1 moins P, tout simplement, puisque la somme des deux doit être égale à 1. Voilà, tout simplement. Okay, alors, il s'avère qu'il y a une notation un tout petit peu symbolique qui pourrait être utile par la suite. C'est basé sur la propriété suivante. C'est basé sur l'idée que si jamais vous avez P puissance 1, c'est égal à P, P puissance 0, c'est égal à 1. Okay, il s'avère que la puissance de quelque chose élevé à la puissance de 0, bah, ça vaudra toujours 1. Okay, c'est un truc un peu bizarre, mais c'est lié aux propriétés de l'exponentielle. Et ça, je peux l'utiliser. Tout simplement en disant, bah, si jamais je m'intéresse à cette fonction f de x c'est bien sûr la probabilité d'être tombé sur petit x, bah, je peux l'écrire tout simplement de manière synthétique, p puissance x à moins p puissance 1 moins x. Okay, et effectivement, ça marche. Si jamais x est égal à 1, cette fonction-là, elle vaut quoi? Elle vaut p. Donc, pardon. Je suis en train de vous dire que x est égal à 1. Je vais le réécrire. Donc, si x est égal à 1, la p puissance x, ça vaut p puissance p. 1 moins p puissance 1 moins x, ça vaut 1 puissance 1 moins 1, ce qui fait 1 moins p puissance 0. 1 moins p puissance 0, ça vaut 1. Et donc, je me retrouve avec du p puissance 1 fois 1, ce qui fait p. Donc, effectivement, si x est égal à 1, j'ai p. Et de manière complètement duale, faites-le. Mais si jamais je prenais x égale 0, vous avez p puissance 0 qui fait 1. 1 moins p puissance 1 moins x qui fait du 1 moins p puissance 1. Donc, je récupère du 1 moins p. Donc, c'est une manière assez simple, en fait, d'écrire cette fonction f, ce p puissance x, 1 moins p puissance 1 moins x. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas du x puissance p à 1 moins x puissance 1 moins p, c'est vraiment le p puissance x, 1 moins p puissance 1 moins x. Okay, et on le verra réapparaître dans un instant, cette écriture-là. Okay, donc, ça, c'était la loi de Bernoulli. La loi de Bernoulli, elle nous servira souvent pour aller un petit peu plus loin. C'est ce qu'on appelle la loi binomiale. Okay, donc, la loi binomiale, ben, je vous la montre un petit peu ici. Donc, la loi binomiale, elle n'est pas définie sur 0,1. Ça va correspondre en fait à un comptage de quelque chose. Et c'est à valeur dans 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à un certain n. Okay, donc là, tout à l'heure, il faudrait que je sois peut-être un peu plus au clair sur l'histoire des caries. Je vous disais, par exemple, on peut modéliser les nombres de caries dans la bouche d'un enfant par une noix de poisson. En fait, j'imagine que le nombre de caries qu'on peut avoir est limité. Alors, je sais qu'on peut avoir 2 caries sur une même dent, mais bon. Éventuellement, je peux regarder le nombre de dents qu'aurait une personne âgée, par exemple. Okay, prenez des personnes de 80 ans, vous leur demandez combien de dents est-ce qu'il vous reste dans votre bouche. Okay, dans ces cas-là, je pense que je suis limité parce que le nombre de dents que vous avez, il est forcément limité, puisque pour les êtres humains, sauf erreur, on doit avoir 32 dents. Okay, donc, le nombre de dents que vous possédez, soit vous avez perdu toutes vos dents, vous en avez 0, soit vous les avez encore toutes, vous êtes sur 32, et vous êtes sur un nombre compris entre 0 et 32. Okay, donc, si jamais je faisais de la dentisterie, dans ces cas-là, assez logiquement, je verrais apparaître des lois binomiales qui sont tout simplement des nombres de choses que je peux observer. Et encore une fois, je les retrouve un petit peu partout dans beaucoup de cas, dès lors que vous avez des nombres d'événements qui surviennent avec une certaine borne. Okay, donc, par exemple, ici, je vous ai donné un tirage. Alors, je ne sais même plus ce que j'ai tiré comme objet, mais voilà. Ici, j'ai un exemple de choses. Alors, ça ne peut pas être une loi de Bernoulli. Une loi de Bernoulli, encore une fois, ce serait du 0, 1. Ici, j'atteins d'autres valeurs. Alors, si j'essaie de regarder, j'ai obtenu 2. J'ai obtenu 0, j'ai obtenu 1 et 0. On voit qu'on a obtenu un 4. Alors, ce que je ne sais pas, c'est si je peux obtenir un 3, par exemple. D'accord? Alors, on va supposer une certaine forme de régularité par la suite dans nos lois. Et donc, j'aurais envie de dire, oui, c'est peut-être possible de tomber sur... ce serait possible de tomber sur 3, mais je ne l'ai jamais observé. Peut-être que la probabilité est faible, c'est le cas. Je ne sais pas non plus si je pourrais tomber sur 5. Okay, donc voilà, donc généralement, et c'est un peu ce que je raconte ici avec cette petite phrase, assez souvent n est connu, alors que le paramètre p est inconnu. N, encore une fois, quand vous pensez à des dents, on va être limité par ce 32 dents.
Et donc, n, je sais que par défaut, quand je travaille sur des problématiques de dents, ce sera 32. OK. Ici, je ne sais pas trop. Mais encore une fois, on n'est pas encore sur l'étape où on fera les stats. On essaiera de deviner ce que peut être le n. Et voilà, je voudrais donner une loi à cette chose-là. En fait, la loi binomiale est définie de manière suivante. Donc, c'est défini par 2 paramètres cette fois. Donc, je continue à utiliser la notation B parce que binomial Bernoulli, ça correspond à peu près à la même chose. En fait, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé ici, c'est la loi de Bernoulli de paramètre P. Elle va correspondre à la loi binomiale de paramètre 1P. Donc, le fait que n soit égal à 1 correspond en fait à notre loi de Bernoulli. Okay, donc, c'est une extension de la loi de Bernoulli. Okay, donc, il y a 2 paramètres importants, ce paramètre n, ce paramètre P. N est un entier. Alors, a priori, un entier non nul. Okay. Je ne peux pas prendre la valeur 0, sinon c'est juste une variable qui prend la valeur 0, et ça, c'est un peu stupide. C'est une variable constante nulle. Bon, ça ne sert à rien en modélisation. Donc, on est au moins à 1. Si jamais on est à 1, c'est ce que je vous raconte ici. On retombe sur Bernoulli. L'intérêt, c'est d'aller plus loin. Par exemple, 4. Okay. Et je suis encore caractérisé avec une probabilité P. Et c'est décrit de cette manière-là. C'est f de x. On va retrouver le p puissance x à 1 moins p puissance 1 moins x. Alors, quand on avait une Bernoulli, on avait vu qu'on mettait du 1 moins x. En fait, ici, on aura du n moins x. Donc, n, on retrouve l'équivalence entre le n et le 1 qu'on avait tantôt. L'extension va se retrouver ici. Donc, c'est p puissance x à moins p puissance n moins x. Okay. Il s'avère que si jamais j'avais juste cette partie-là et pas celle-là, ça ne définirait pas une masse de probabilité. Okay. Avec ce coefficient-là, j'ai bien une masse de probabilité dans le sens où si jamais vous sommez ces termes-là, ce sera bien égal à 1. Donc la somme de tous ces termes, f de 0 plus f de 1 plus f de 2 plus f de n doit être égale à 1. Okay. Donc, ceci va nous permettre de définir une loi binomiale. Alors, je vais juste vous expliquer d'où est-ce qu'elle sort, parce que ce n'est pas de la magie. Okay. La loi binomiale, c'est tout simplement associé à des sommes de Bernoulli, en fait. Okay. Donc, c'est défini. Alors, c'est pour ça que j'avais mis ce petit exemple juste en dessous ici. Vous vous amusez à répliquer un événement. Par exemple, pensez à des pile ou face. Okay. Vous allez lancer ici 14 pièces. N égale 14. Éventuellement, j'ai une certaine probabilité P peut-être de 30% de tomber sur face. Okay. 70% de tomber sur pile. Okay. Et la question que je me pose, c'est quelle est la probabilité d'obtenir X fois la valeur face en faisant 14 lancers. C'est exactement ça la question qu'on se pose. Effectivement, le nombre de faces que je veux obtenir en faisant 14 lancers, il est compris entre 0, c'est le cas où j'ai obtenu 0 faces, il va aller jusqu'à 14. Je ne peux pas aller au-delà. Okay. Donc, on est vraiment dans cette modélisation sur une variable qui prend les valeurs 0, 1, 2, 3 jusqu'à n. Okay. Et qui prend des valeurs réelles. Pardon, des valeurs entières. Okay. Si jamais j'essaye de revenir sur cette histoire de pile ou face, donc je fais des lancers de pièces, j'ai mon histoire d'indépendance dont je parlais auparavant. Okay. Dans ces cas-là, par exemple, supposons que j'ai obtenu 5 fois pile. Okay. 5 fois face, pardon, j'avais dit que c'était des faces. J'ai obtenu face ici, j'ai obtenu face là, j'ai obtenu face là, j'ai obtenu face là, j'ai obtenu face là. C'est quoi la probabilité d'avoir obtenu 5 fois la valeur P, enfin pas, 5 fois la valeur rouge, et donc 14 moins 5 fois la valeur bleue? Bah, c'est facile, ça va être le produit des probabilités. C'est l'histoire de l'indépendance. Okay, mes tirages sont indépendants. Et donc ici, j'avais une probabilité 1 moins P de tomber sur du bleu, multiplié par du 1 moins P de tomber sur du bleu. Ah, je suis tombé sur du rouge, P. Puis 1 moins P de retomber sur du bleu. Ah, je retombe sur du rouge, je retombe sur du rouge. Et donc, je peux écrire comme ça mes probabilités. Si jamais je les regroupe ensemble, je vais récupérer quoi? Je vais récupérer du P puissance 5, 1 moins P puissance 14 moins 5. OK. Donc, si je veux trouver la probabilité d'avoir obtenu 5 tirages rouges, il a fallu que j'obtienne mes 5 tirages rouges et mes 9 tirages bleus. Mais après, j'ai des problèmes de position. Je vous renvoie à ce qu'on avait fait sur les histoires des dénombrements. Combien est-ce que j'ai de manière d'arranger, de mettre 5 pièces rouges parmi 14? On retrouve cette histoire de combinatoire où je me retrouve avec le nombre de manières de ranger 5 éléments parmi 14. Et donc, je récupère ce nombre binomial de choix de 5 éléments parmi 14, multiplié par la probabilité de tomber sur un rouge puissance 5, multiplié par la probabilité de tomber sur du bleu, c'est-à-dire du 1 moins 4, puissance le nombre de pièces qui restent, c'est-à-dire 14 moins 5. Et donc, assez naturellement, on voit apparaître cette loi-là. Donc, elle n'est pas sortie de mon chapeau de calculateur de maths. En fait, elle sort d'un calcul tout simplement de probabilité de tomber sur
de tomber X fois sur un élément qui peut survenir avec une probabilité à chaque tirage qui est petit p et que j'ai répété n fois de manière indépendante. C'est la formule qui est indiquée ici. Okay. Si jamais vous faites n, vous considérez n variables Bernoulli de paramètres p indépendantes, alors dans ces cas-là, x, qui est la somme des zk, a pour loi précisément cette loi binomiale de paramètres np. Okay. Ce qu'il faut retenir, c'est cette construction-là, en fait. C'est ça la partie importante de ce qu'on est en train de faire. C'est la manière de définir proprement une loi de Bernoulli. En gros, je suis en train de dire, si jamais je reviens sur mes histoires de dents, alors, je suppose que toutes mes dents peuvent tomber de manière indépendante. Okay, ce n'est pas parce qu'il y en a une qui tombe que les autres vont tomber, ce qui est potentiellement une hypothèse un petit peu forte en termes de modélisation, mais supposons que les dents tombent en fonction du temps de manière complètement indépendante. Alors, dans ces cas-là, peut-être qu'à 80 ans, il y a une chance sur 100 pour que chacune des dents soit tombée. Le nombre de dents que possède une personne de 80 ans, ça suivra une loi binomiale B de paramètres n égale 32, et P, c'est la probabilité de garder les dents, c'est-à-dire 1 moins la probabilité de 1%, c'est-à-dire 99%. Okay. Donc, c'est ça qu'on est en train de raconter ici, c'est le fait qu'il y a un lien très très fort entre les lois de Bernoulli et les lois binomiales. Okay. Donc, c'est ça qu'on est en train de raconter. Cette chose-là me permet de définir de manière propre cette loi de Bernoulli. Je vous ai mis ici quelques petits exemples. Okay. Alors, je vous ai mis deux choses. Je vous ai mis en rouge les probabilités théoriques et en bleu, je vous ai mis des histogrammes que j'ai pu construire en faisant des simulations. Okay. Donc, j'ai tiré, en l'occurrence, deux types d'événements. Donc, ici, sûrement des lois de Bernoulli avec une certaine probabilité peut-être de l'ordre de 30% avec une dizaine ou une douzaine de valeurs. Donc, j'ai ces deux événements-là. Donc, deux tirages différents. Okay. On voit que les courbes rouges sont très exactement les mêmes. Okay. Les courbes bleues correspondent à des simulations d'une centaine d'événements différents. Et ici, j'ai une autre loi de Bernoulli, cette fois-ci avec une probabilité probablement plus élevée de l'ordre de 80 ou 90%, visiblement avec l'ordre n égale 12. Okay. Donc voilà la représentation de cette distribution. Donc, qui sont cette fois-ci les petits f. Les fonctions qu'on voit ici correspondent à mes petits f, les valeurs prises par petit f. Il y a une propriété intéressante sur les lois de Bernoulli, c'est que si jamais vous avez des variables qui sont indépendantes, avec des m et des n différents, mais la même probabilité, et qu'elles sont indépendantes, alors la variable aléatoire qui correspond à la somme des deux va suivre aussi une loi de Bernoulli. Et c'est exactement lié à la propriété qui est en haut. À partir du moment où je dis que chacun, c'est des sommes de Bernoulli, dans ces cas-là, je peux l'avoir. Okay. Je vais avoir des sommes de Bernoulli. J'ai une somme de m Bernoulli et une somme de n Bernoulli. Chacune des Bernoulli ont la même probabilité, donc je peux mettre les deux sommes ensemble. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que la propriété n'existe pas si jamais je m'intéresse à des nombres qui sont identiques, mais des probabilités différentes. Dans ces cas-là, je ne peux rien dire. Okay. Donc, souvenez-vous juste que j'ai le droit de faire des sommes si jamais j'ai les mêmes probabilités, mais des n et des m différents. OK. Petite pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de ces définitions et de ces catalogues de variables aléatoires.